Alors, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'avait jusqu'à présent un petit peu interpellé, interloqué, sur lequel je n'avais pas répondu, c'est savoir la question de la pléthore démographique. Pourquoi est-ce qu'on fait autant d'enfants? Pourquoi faire? Quelle est la raison d'être? Eh bien, la raison d'être, à mon avis, c'est un peu celle qu'on trouve avec les spermatozoïdes. Pourquoi y a-t-il autant de spermatozoïdes qui sont mobilisés pour qu'il y en ait un seul qui l'emporte au niveau de l'ovulation? C'est un peu ce qu'on peut résumer par la formule beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je veux dire par là que ce délire, ce délire au sens d'hubris démographique, se comprend dans le fait de la rareté, en fait. On sait par exemple que les prospecteurs, pas, qui cherchent de l'or, ils doivent brasser énormément de choses avant de trouver une pépite. Donc il y a une quantité considérable de travail pour obtenir quelques résultats assez rares, mais qui, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Donc, l'hypothèse assez paradoxale que je proposerai ici, c'est que la quantité ne fait sens que par rapport à la recherche de qualité. De la même façon, une politique sportive justifie que l'on fasse s'entraîner un très grand nombre de personnes, de jeunes, pour dégager quelques cas remarquables. D'une manière générale, d'ailleurs, c'est une problématique qu'on trouve un peu partout. Un chercheur doit compulser énormément de documents avant d'espérer trouver la perle. Donc là, c'est une articulation qui, à mon avis, n'est pas complètement consciente. Il y a une sorte de déconnexion. On dit oui, oui, il faut des gens remarquables, oui, il faut faire beaucoup d'enfants, mais on ne voit pas le rapport entre les deux. Mais si, le rapport entre les deux, il est là. C'est l'hommage, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de justification de la quantité si ce n'est dans l'espérance de la qualité. Et plus il y aura de monde dans un pays, plus les chances qu'il puisse émerger des personnages remarquables seront grandes. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas dit comme ça. Alors, vous me direz, ça prend des proportions considérables, parce qu'effectivement, s'il faut des millions de cas pour dégager une seule personne géniale, il y a énormément de déchets. Oui, c'est possible, mais apparemment, c'est comme ça que l'humanité fonctionne. Et le darwinisme, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, on va avoir un très grand nombre d'expériences, un très grand nombre de combinaisons génétiques, et il y en aura certaines qui seront remarquablement intéressantes, fécondes et utiles. Mais, bien entendu, on fait abstraction de tous les échecs, de tous les laissés pour compte, de tout ce qui n'aura pas fonctionné. Et, d'une manière générale, sur 100 personnes, sur 1000 personnes qui naissent, est-ce qu'il y a l'espoir qu'il y ait une seule personne qui sera vraiment remarquable? La question est là. Bon, remarquable, encore faut-il s'entendre par l'idée de ce que c'est que remarquable, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de réanalyser, de repenser les choses, de les reformuler, de les restructurer, de les reconstruire. Bon, c'est cela qui est remarquable dans tous les domaines d'ailleurs. Bon, sinon, la personne sera condamnée à une certaine de médiocrité, plus ou moins assumée, plus ou moins masquée, qui consistera d'ailleurs en général à s'intéresser à ce qui est mort. Ils vont être condamnés à travailler sur ce qui est mort et pas sur ce qui est vivant. Or, comme il y a tout un public de gens qui fonctionnent sur la mort,
c'est pas trop loin un problème. Hein. Apprendre à jouer des sonates romantiques, c'est travailler dans la mort, mais il y a un public de la mort. De la même façon, le mot lire a plusieurs sens. Lire, ça veut dire simplement. Qu'est-ce que si je dis, par exemple, est-ce que vous savez lire? Ça veut vouloir dire, est-ce que vous savez, est-ce que vous n'êtes pas analphabète? Est-ce que vous savez lire à voix haute, vous comprenez ce qui est écrit? Ou bien est-ce que vous êtes capable de lire au sens de comprendre réellement ce qui est dit? Et on sait très bien que lorsqu'on lit un texte à voix haute, ou même quand on le lit comme ça, on ne le comprend pas nécessairement, ipso facto. Bon. Donc vous voyez, il y a déjà de l'ambiguïté. De même que le mot création, dont j'ai parlé l'autre jour, création, c'est quoi? C'est l'acte de créer, ou est-ce que c'est le résultat? Or, le résultat, il est aux antipodes de l'acte de créer. Le résultat, il est mort. Donc finalement, pour créer de la mort, il faut de la vie, au départ. Les sonates de Beethoven, avant qu'elles soient mortes, elles étaient en vie, etc., etc. Donc on est toujours dans cette dialectique de la mort et de la vie, et ceux qui ne sont pas les élus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables d'apporter de la vie, seront condamnés à vivre dans le domaine de la mort. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, la médiocrité, c'est la mort. Il faut que les choses soient claires. La vraie musique, c'est la musique vivante. C'est pas vivante. Alors on va encore jouer sur les mots. Quelqu'un qui vous joue du Beethoven devant vos yeux, vous allez dire que c'est vivant. Bon, non, mais les gens sont tellement pervers dans leur rapport au langage que ça devient inquiétant. Bon, la musique vraiment vivante, c'est pas simplement la live. On peut faire du live avec de la musique de Beethoven. C'est quelque chose qui se crée devant vos yeux, qui émerge devant vos yeux. Comme un accouchement, bon, un accouchement, c'est un accouchement. On voit l'enfant qui naît à ce moment-là. Bon, maintenant, si on le filme, c'est déjà pas tout à fait la même chose. Et puis si en plus on le voit alors qu'il est déjà enfant, déjà éduqué, etc., ça n'a pas non plus la même signification. Donc il faut qu'on valorise la question de la vie, hein, au sens le plus puissant du terme. Et ça implique de la proximité, de la fraîcheur. Le mot fraîcheur est très important ici. Il faut regarder, il faut scruter, il faut être à l'affût de ce qui est vivant autour de soi, dans son quartier. Vous savez que je suis pour une philosophie, une économie de quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas négliger ce qu'il y a autour de soi, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son quartier, dans son voisinage. Il ne faut pas le négliger au profit d'œuvres reconnues et que des millions de gens regardent et qui sont déjà reconnues depuis très longtemps. Il y a là un problème de réappropriation de la fraîcheur. Ça peut se dire aussi au niveau, bien sûr, des légumes, de la nourriture. Bien entendu qu'il faut manger des choses fraîches. Les choses fraîches, c'est des choses qu'on cultive à proximité. C'est des choses qui n'ont pas à être transportées sur des kilomètres, voire des dizaines et des centaines de kilomètres. C'est ça la fraîcheur. Voilà le mot-clé. Et donc, effectivement, pour revenir à cette notion de démographie, c'est bien de faire des enfants, mais en sachant que ces enfants, il y en aura très peu qui seront voués à une grande réussite. Et c'est comme ça, c'est la dure loi de la sélection. Cette sélection ne fait sens que s'il y a de la quantité.